dès 2013, les droits cinématographiques du livre ont été achetés par un producteur de cinéma qui en a réalisé un film de long métrage qui va sortir le 15 juin dans les salles en Belgique et le 22 juin en France, notamment à Paris. Pardon, le 15 juin en France et le 22 juin en Belgique. Donc, je vous invite à aller voir le film après avoir lu le livre. Vous voyez sur la couverture du livre l'affiche du film. Alors, ça c'est un premier aspect éditorial. Le deuxième aspect concernant Henri Rohan, vous savez qu'il est... Ceux de ma génération ont connu Henri Rohan lorsqu'il présentait des émissions de radio, notamment consacrées au cinéma, sur les ondes de la radio belge RTB. C'était en particulier le samedi après le journal parlé du midi. C'était une émission qui s'appelait Radio Ciné, où il racontait des films en utilisant les bandes sonores des films qui sortaient en salle. Et pour beaucoup de personnes de ma génération qui étaient adolescents à ce moment-là, c'était une manière d'aller au cinéma à bas prix et en même temps à découvrir le génie de la radio qui permet, rien que par le son, d'avoir accès à des films de cinéma qui sortaient à Bruxelles ou à Paris. Je dis cette anecdote, cet aspect-là, parce que le roman dont on va parler, qui est un roman en partie autobiographique, puisque Henri Rohan s'est inspiré de sa propre expérience dans son enfance d'enfant caché et d'enfant placé par sa mère en 1938. Il avait 6 ans. En 1938, sa maman a décidé de le placer dans ce qu'on appelle les Kindertransport, c'est-à-dire une évacuation littéralement des enfants juifs d'Autriche et d'Allemagne, évacuation organisée par la Croix-Rouge anglaise à partir de Londres, devant la montée du nazisme en Allemagne et après l'Anschluss. Il a été convenu par la Croix-Rouge anglaise d'organiser ces Kindertransport pour évacuer un certain nombre d'enfants juifs d'Autriche et d'Allemagne vers a priori Londres, mais certains d'entre eux, dont Henri, qui se sont retrouvés dans un de ces Kindertransport, son voyage s'est arrêté à Bruxelles et non pas à Londres. Et c'est un des éléments, une des sources d'inspiration de ce roman, qui est un roman parce que le personnage principal, Saul Birnbaum, ne s'appelle pas Henri Rohan. Et hormis cet épisode-là, qui est un épisode biographique de la vie de Henri Rohan, hormis cet élément-là, le personnage de Saul Birnbaum est un personnage dans lequel Henri Rohan a placé une partie d'autres expériences qui lui permettaient de donner une dimension romanesque à l'histoire, au récit qu'il faisait, notamment la passion pour le cinéma et la passion pour la littérature, qui ont constitué pour Henri Rohan Rosenblatt, petit garçon caché chez une dame ici à Bruxelles de 1942 à 1945, la littérature a constitué pour ce petit garçon un mode de résilience. C'est un des épisodes les plus touchants de ce roman et de l'histoire d'Henri Rohan, qui est celle où la brave dame illettrée, en tout cas peu éduquée, qui l'a recueillie, s'est dit qu'un des moyens de s'assurer que le petit garçon dont elle avait la garde ne sorte pas en rue et ne se fasse pas attraper par une patrouille d'Allemands, le meilleur moyen de le garder à la maison et de se cacher, c'est d'aller à la bibliothèque, lui chercher des livres et les lui donner à lire. Et donc Henri Rohan vous racontera, il le fait avec une verve tout à fait remarquable, Henri Rohan vous racontera que c'est ainsi qu'il a finalement lu des livres qui ne n'étaient pas du tout destinés, mais qu'il a eu un apprentissage de la littérature extrêmement précoce, puisque cette brave dame ne savait pas quelle
ne connaissait rien en littérature, donc ne savait pas faire ses choix dans la bibliothèque. Mais par ailleurs, comme la bibliothèque savait qu'elle était sans enfant, cette dame ne pouvait pas dire « je voudrais des livres jeunesse », puisque ça aurait pu trahir la présence du garçonnet dans la maison où il se cachait. Et donc Henri Rohan est devenu un fervent amateur de littérature et un lecteur boulimique de tout ce qui lui tombait entre les mains au retour de la bibliothèque qu'allait visiter régulièrement cette brave dame dont le vrai nom m'échappe et dont le nom de fiction m'échappe aussi, mais on va en parler par ailleurs. Donc ça c'est un élément qui est effectivement un élément de la biographie d'Henri Rohan, mais qui évoque aussi une des thématiques du roman qui est la résilience. Résilience par la littérature dans ce cas-ci, mais dans le personnage de Saul Birnbaum, l'autre résilience est la résilience par le cinéma, puisque Saul Birnbaum, qui est ce petit garçon réincarné, se trouve à l'âge adulte à New York, et voilà, Henri est là, voilà. Bonjour, oui, Bien, j'ai commencé sans toi en me disant j'allais comment. De toute façon, ce sont des marches un peu difficiles. Oui. Voilà. Voilà. Un peu prendre ton souffle tranquillement. Voilà. Merci. Voilà. Donc, je suis absolument désolé. Quand je n'oublie pas mon téléphone, j'oublie mes lunettes. Quand je n'oublie pas mes lunettes, j'oublie mes clés. Et cette fois-ci, c'est pire, j'ai oublié ma clé. Désolé. Alors j'ai commencé sans toi, oui. Mon cher, en essayant de situer un peu le roman, mais je te laisse t'installer, reprends ton souffle, je continue à parler pour remercier nos amis de leur patience. Et donc j'ai commencé à évoquer le lien qui existe entre l'histoire racontée dans ce roman et la partie autobiographique, parce qu'il y a là, me semble-t-il, une première matière que l'on peut aborder, la deuxième matière étant une des thématiques qui pour moi est les plus touchantes dans le roman, qui est la thématique de la résilience, que ce soit la résilience par la littérature pour le petit garçon caché pour qui la gentille personne qui le cachait allait chercher des livres à la bibliothèque et donc permettait à ce petit garçon de devenir une sorte de bibliophile boulimique et compulsif. Et l'autre résilience, c'est la résilience par le cinéma, et c'est là où je m'étais arrêté puisque tu étais venu. Donc maintenant, je propose qu'on reprenne le cours de la tradition, de la traditionnelle rencontre des coups de midi. Tout d'abord, en vous remerciant d'avoir pris la peine de venir en ce belle heure de midi, de ce vendredi, pour venir écouter les rencontres des coups de midi. Vous savez que chaque fois j'évoque la mémoire de Jacques de Decker. Je veux simplement vous dire qu'Henri Rohan et Jacques de Decker se connaissaient aussi très bien et étaient amis, je peux dire, hein, étaient amis et s'appréciaient. Et je suis persuadé, pour en avoir parlé avec lui lors de la première édition du livre, je vous avais dit que le livre a été publié une première fois, et je peux témoigner que Jacques de Decker avait beaucoup apprécié la lecture de de la première édition, mais aussi du précédent. Alors, je peux ajouter une chose, c'est qu'en fait, j'ai mené de longs dialogues avec Jacques de Decker sur la ligne de bus 38, que nous empruntions tous les deux. Il montait à Hérault, moi je montais un peu plus loin, et lui descendait à l'académie, et moi je poursuivais. Et donc, très régulièrement, là, malheureusement, on n'a pas publié ce dialogue inoubliable. Enfin, en tout cas, inoubliable pour moi. Voilà, comme quoi, il faut toujours tout enregistrer. Moi, j'ai décidé à un moment donné d'enregistrer tout, quitte à le réutiliser ou pas par la suite.
Alors, entrons peut-être dans une... ce n'est pas la première fois que nous faisons cet exercice, Henri Rohan et moi, et donc il m'arrive parfois de confondre certaines séquences du film que j'ai vu aussi, donc que je vous invite à voir à partir du 22 juin, et du roman, puisque ce roman adapté au cinéma, et j'étais en train d'expliquer que c'était peut-être une deuxième résilience, mais cette fois-ci, non pas pour le personnage, mais pour l'écrivain Henri Rohan, de voir un roman dans lequel Henri Rohan raconte une expérience personnelle dont il témoigne et qui entre dans la grande histoire avec un grand H, de voir cette histoire transformée en un film de cinéma, j'imagine que ça a dû être une expérience de résilience en soi. Exactement. Vous pouvez imaginer à quel point ça peut être émouvant pour un homme. J'avais 88 ans pendant le tournage, que j'ai eu la chance de pouvoir suivre de bout en bout, de revivre des moments de mon enfance, de voir un petit garçon de 6 ans, refaire les gestes, redire des mots que j'avais dit à son âge en 1939 et puis par la suite dans le film en 1942 évidemment. Et c'est évidemment un grand choc positif qui bien sûr donne par ailleurs beaucoup de satisfaction narcissique à l'écrivain, mais en même temps ça provoque des tas de sentiments, de mouvements en soi. Parce que par exemple, L'Enfant caché, que j'ai été par ailleurs de 1942 à 1944, l'enfant caché dans le film, à la Libération, quitte la personne qui l'a abrité. Dans mon cas, c'était une blanchisseuse qui tenait un dépôt de blanchisserie sur Sex-Cobourg, près de la place Saint-Josse, et dans l'arrière-magasin duquel j'étais caché pendant 2 ans. Et donc, dans le film, c'est Justine. Et au moment où le petit David, le personnage du film, quitte sa protectrice, juste parmi les justes, courageuse évidemment, parce qu'elle fait partie de ces héros anonymes qui, en Belgique notamment, ont pris des risques énormes pour cacher les enfants, leur permettre d'échapper à la déportation. Et donc au moment où le petit David quitte Justine, parce qu'il retrouve sa famille d'accueil à Bruxelles, Justine, subitement, qui a vécu pendant 2 ans avec cet enfant, est pris d'émotion. Il y a un moment dans le film où cette très belle comédienne qui est Nathalie Laroche réalise que cet enfant, elle ne va sans doute plus le revoir, et passe une émotion extraordinaire dans son regard. Et moi aussi, là, j'étais complètement bouleversé, parce que je me suis rendu compte à quel point moi-même, enfin, revenons au vécu, lorsque la libération est arrivée en 1944, et qu'effectivement, ma famille d'accueil, mes parents d'adoption, ont pu venir me récupérer chez Marthe, j'étais évidemment pas conscient du choc, du chagrin que ça représentait pour elle, qui finalement avait vécu pendant 2 ans avec cet enfant et qui peut-être ne le reverra plus ou plus rarement. Et là, l'adulte que je suis plus ou moins devenu, réalisait à quel point l'enfant a été ingrat. Je ne peux pas le condamner parce que c'est un enfant, c'est l'adulte qui regarde cet enfant, mais ça. Et honnêtement, chaque fois que je revois, malheureusement ou heureusement, j'ai déjà vu le film au moins 15 fois, sans compter le tournage, c'est le moment qui m'ébranle le plus, qui me provoque le plus d'émotion. Et c'est là effectivement que apparaît clairement pour moi ce va-et-vient, la résilience entre
moi, écrivain, le personnage du film, le personnage du roman, les acteurs du roman, enfin voilà, c'est source d'émotion en tout cas, et peut-être source un peu de réflexion, j'espère, de compréhension. En tout cas, c'est peut-être aussi un des moments où, parce qu'il faut dire que le roman et le film ne sont pas dépourvus d'humour, ne sont pas dépourvus d'ironie, c'est vraiment un roman et un film qui se lisent et qui se voient comme une histoire racontée avec beaucoup de verbes et beaucoup de dynamisme. C'est une vraie histoire, avec dans le roman une certaine ironie, il y a des expressions qui sont plus de l'understatement, un peu d'ironie, par exemple, pour raconter la manière dont Hitler entre dans Vienne occupée, la manière dont l'Autriche accueille finalement l'arrivée d'Hitler et l'Anschluss, mais aussi la manière dont le petit garçon, de temps en temps, s'échappe et va promener Gamin, le chien de la blanchisseuse. Il y a cet élément-là d'ironie qu'on trouve dans le roman écrit donc en 2013, pour rappel, qui semblait être aussi comme une sorte de protection de l'écrivain par rapport à ces moments d'émotion que tu ne peux évidemment pas maîtriser lorsque tu es confronté à l'enfant tel qu'il était, tel qu'il est représenté. Et effectivement, Nicolas Staël, le réalisateur du film, a très bien saisi ça. Et effectivement, la manière dont le film est construit reflète bien cette démarche et cette intention. Parce qu'effectivement, chaque fois qu'il y a une scène dramatique, et il y en a malheureusement, la caméra ne s'attarde pas, puisque cette époque est dans le film même évoquée sous forme de passé, un film dans le film. On coupe très vite avant de risquer de tomber peut-être dans le pathos et dans le mélo, pour revenir à l'époque contemporaine, en tout cas les années 80, où Saoul, effectivement, se remémore cette époque et tente de se reconstruire à travers notamment sa passion du cinéma. Donc, maintenant, je propose qu'on parle du roman principalement, parce que, comme j'imagine, vous n'avez pas eu l'occasion de voir le film lors d'une des projections de presse qui aurait eu lieu, évidemment. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le roman, mais je vais vous donner un exemple en lisant, si tu veux bien, Henri, un extrait objectif, donc qui se déroule au moment du départ et qui raconte le voyage du Kindertransport, donc des trains. Nous sommes en 1938, au moment qui décrit objectivement cette période-là, et après on reviendra à la suite de la vie de Saul Birnbaum lorsque, à New York, il commence à devenir un producteur de cinéma. Alors voilà le début du chapitre 7 dans un tunnel. Le voyage en train de Vienne à Bruxelles se déroulait dans un interminable tunnel noir. L'éclairage des compartiments en veilleuse, des éclairs de lumière aveuglants rompaient l'obscurité au passage des gares inconnues dans lesquelles le Kindertransport ralentissait ou stoppait. La nuit accentuait le caractère inquiétant des bruits, haut-parleurs crachant le nom du lieu ou signalant le passage d'un convoi de proscrits, chointement des locomotives que l'on approvisionnait en eau, coups de marteau assénés au bielle par les cheminots. 600 enfants se trouvaient entassés sur les banquettes en bois des wagons de 3e classe, les uns hébétés, les autres ne cessant de pleurer, d'autres encore appelant leur papa ou leur maman. Les infirmières tentaient de les calmer, les compartiments glacés sentaient le pipi et le caca. Saül, aussi paniqué que ses compagnons d'infortune, serrait les dents et affectait l'indifférence. N'avait-il pas promis à sa maman d'être sage et courageux? Et alors, là, cette séquence-là permet, d'une part, d'évoquer la manière dont on peut raconter dans une écriture littéraire, romanesque, ce qu'a été cet épisode-là, qui est un épisode qui était un peu oublié de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi un élément clé qui est, me semble-t-il, le rapport de l'enfant avec sa maman, qui se trouve devant ce choix d'abandonner son enfant pour le sauver. Et c'est
une des clés aussi bouleversantes de cette relation-là entre une mère et son enfant, ou plutôt entre une mère qui choisit de sauver son enfant en l'abandonnant. Oui, effectivement. Peut-être un moment pour évoquer le contexte. Je l'ai fait avant que tu n'arrives. Ah oui, oui. Je l'ai fait avant que tu n'arrives. Ah oui, d'accord. J'ai expliqué ce qu'étaient les Kindertransports. Donc, ma maman et la maman de Saoul, en attente d'un visa qui lui permettrait de quitter l'Autriche en même temps que son mari et son enfant, trouvent une seule solution pour permettre à l'enfant de quitter Vienne, c'est effectivement les Kindertransport, par rapport auquel le petit Saoul se trouve être prioritaire dans la mesure où son papa, lui, avait déjà été arrêté, et à cette époque-là, les nazis n'avaient pas encore édicté la solution finale du problème juif, mais il y avait déjà des camps de concentration, et donc le papa de Saoul s'est retrouvé à Dachau et puis à Buchenwald, les camps de travail très durs, les bagnes, qui sont les premiers à avoir été ouverts par les nationaux socialistes. Et donc, là de nouveau, c'est beaucoup plus tard que j'ai pu comprendre le sacrifice de cette femme qui met cet enfant dans un train vers une destination qui n'est pas inconnue, mais qui est inconnue de l'enfant, vers un pays inconnu, vers des gens inconnus, et vers un pays où on parle une langue, évidemment, que l'enfant ne connaît pas. Et donc, ça doit être, et je sais, je peux le reconstituer, enfin, j'ai pu, je dirais, le reconstituer, mais en même temps, en fait, ma maman, que j'ai retrouvée beaucoup plus tard, n'a jamais pu parler de ce moment, et moi non plus avec elle. Nous n'avons jamais échangé. Et en fait, entre nous, c'est aussi une des clés du roman et du film, entre nous, il y avait une rancœur qui s'était installée. Pour moi, une maman qui vous conduit à la gare, qui dit « je viens te reprendre bientôt », et qui ne réapparaît que quelques années plus tard, pour l'enfant, il y a le ressentiment d'avoir été abandonné. C'est plus tard, évidemment, que j'ai pu comprendre les circonstances. Et pour ma maman elle-même, qui effectivement a fait ce sacrifice énorme, se retrouvant seule dans cette Vienne nazie, son mari lui-même ayant entre-temps quitté le pays, fait ce choix, fait ce geste. Et en fait, quand je la revois pour la première fois, après la guerre, après la libération, et même, je pense même immédiatement après la guerre, oui, en 1945, je la rejette. Et donc de sa part, à elle aussi, il y a une rancœur, cet enfant à qui j'ai tant donné, pour lequel je me suis sacrifié. Voilà quelle ingratitude. Et là, il y a... Et malheureusement, c'est sans doute ce que je dis là, quelque chose d'assez général, des gens qui ont vécu des moments intenses, peut-être décisifs dans leur vie, sont incapables d'en parler. Et en fait, moi, d'une certaine manière, il m'a fallu un roman et puis un film pour me libérer de ça, plus ou moins. Oui, mais pour au moins le partager, parce que je pense qu'il y a aussi cette dimension-là, et on en parlait avec Gérard Adam, l'éditeur qui est dans la salle, on en parlait avant que tu n'arrives. Il y a aussi, par le biais du roman, un instrument que tu donnes au public d'aujourd'hui pour comprendre, pour connaître d'abord ce qui s'est passé à l'époque, et aussi pour comprendre aujourd'hui des situations telles qu'on peut les voir à la télévision, par exemple. Cette séquence du train
peut très bien nous faire penser à certaines images que nous avons tous vues au journal télévisé d'enfants, de familles, de mères et d'enfants ukrainiennes qui se retrouvent dans des trains. Là, ce ne sont pas des enfants isolés, mais c'est quand même ce même mouvement d'exode vers l'inconnu que l'on retrouve. Et là, j'ai fait une parenthèse, on ne sait plus ce sur quoi je voulais réagir avec Henri. Le fait d'écrire et de témoigner par le biais du roman, tu l'as dit, c'était en 2013, et donc il t'a fallu de nombreuses années pour y arriver. Est-ce que tu penses que tu es arrivé au bout d'un processus de résilience, ou est-ce qu'il s'accompagne aujourd'hui du fait de témoigner, comme tu l'as fait beaucoup aussi dans des écoles, le fait de transmettre l'expérience vécue pour qu'elle ne soit pas perdue en quelque sorte? Exactement. En fait, je dirais que c'est, je peux dire, c'est un aboutissement de cette résilience, c'est effectivement le devoir, je dirais, la nécessité de témoigner. Et effectivement, avant même d'avoir écrit ce roman, il m'est arrivé fréquemment de témoigner devant des écoles ou des associations culturelles en Belgique, en Allemagne, même aux États-Unis. Et effectivement, c'est à la suite de ces témoignages des proches me poussait à écrire. J'avais déjà publié un roman auparavant, maintenant pour écrire un nouveau roman, et ben, plutôt me poussait à écrire une autobiographie pour effectivement évoquer ça pour un public plus large. Et j'étais absolument réticent. J'ai glorieusement attribué ça à de la pudeur, mais sans doute au-delà de la pudeur, c'était la difficulté de réaffronter ce passé, même dans l'écriture. Et finalement, c'est en quelque sorte un biais qui m'a permis d'évoluer. Gladys, mon épouse, quand cinéphile, me poussait très fort à écrire sur le cinéma. Vous savez, peut-être j'ai été pendant longtemps critique de cinéma, j'ai moi-même réalisé des longs métrages documentaires, à écrire sur le cinéma. Et je n'avais aucune envie, je veux dire, de pondre un nouveau traité savant, que ce soit sur une école, sur la nouvelle vague, ou que ce soit... Dommage, je dirais dommage. Mais par contre, effectivement, c'est à ce moment-là que m'est venue, si je peux dire, l'inspiration. Je pensais que je pouvais parler de cinéma et de ma passion du cinéma à travers cette fiction, à travers ce personnage qui, en quelque sorte, est forcément une projection de moi. Donc voilà où la fiction, la réalité, l'entourage, etc. se rejoignent pour vous pousser dans une sacrée aventure. Alors dans le film, on va parler un peu maintenant de cet aspect cinéma dans le roman qui est évidemment reconstitué dans le film en étant assez fortement adapté, puisque dans le film, le personnage de Saul Birnbaum, donc après la Deuxième Guerre mondiale, devenu adulte, se retrouve à New York où il crée un restaurant délit, une épicerie délit qui est en même temps un restaurant à New York, et sa passion du cinéma, il la transmet à son neveu qu'il convainc de réaliser un film. Et là on entre dans un autre aspect de l'histoire, mais qui est beaucoup plus anecdotique, je dirais, que l'histoire de l'enfant Henri Rohan, qui est l'histoire d'Henri Rohan, spécialiste du cinéma et de la production cinématographique. Puisque de Saul Birnbaum, producteur de cinéma aux États-Unis, on va découvrir des mécanismes de financement du cinéma hollywoodien, et le lecteur va se trouver projeté par le hasard des circonstances jusqu'au Festival de Cannes, où, par une série de circonstances que Henri va vous raconter, il se fait qu'un film réalisé par le neveu
de Saul Birnbaum va être finalement sélectionné au Festival de Cannes grâce à la présence d'un immense comédien qui y joue, mais cet immense comédien n'y joue que pour des raisons fiscales, parce que spéculant sur l'échec du film, il se dit je vais pouvoir déduire mes impôts de l'année précédente. Et tous ces mécanismes-là font partie aussi du charme du roman, parce que, comme je disais, c'est aussi un vrai roman qui se lit, parce qu'on découvre en quelque sorte les arcanes de la production cinéma, mais également de ce qu'est un festival comme le Festival de Cannes. Alors ces éléments-là, Henri écrivain dans le roman, est-ce que ce sont des éléments qui t'ont permis aussi de débloquer le reste, de pouvoir, avec l'humour, avec l'ironie, de pouvoir finalement te dévoiler de plus en plus? Exactement. C'est-à-dire que bon, depuis longtemps, depuis toujours, j'étais tenté par la fiction. En tant que journaliste, que ce soit de presse écrite, de radio, de télé, j'ai évidemment noirci des milliers de feuilles, mais j'avais effectivement envie de raconter des histoires, et je me suis rendu compte qu'évidemment, les limitements de l'imagination, c'est des personnes que j'ai connues, des situations que j'ai vécues ou des personnes que je connais ont vécues, des milieux que j'ai pu fréquenter, des personnes que j'ai pu rencontrer. Donc, justement, le journaliste que j'étais ne pouvait s'appuyer que, en quelque sorte, sur des faits réels pour les transposer, les transcender, c'est un grand mot, et donc aller au-delà. Donc effectivement, le fait et en même temps, bon, je fais une parenthèse, en même temps, par exemple, aucun des lieux que je décris dans le roman, notamment Brno am Inn, la ville natale d'Hitler, ou New York bien sûr, ou Shanghai, ou la Pologne, ce sont tous des endroits, New York, que j'ai visités ou que je connais. Donc je veux dire, là, de nouveau, ça explique à quel point mon imagination a besoin de ces repères réels. Et effectivement, c'est ça qui m'a... Ça, et j'ajouterai une chose comique, je crois, c'est ça le traitement de textes qui m'ont permis d'avancer. Parce que, je dois dire, j'ai une écriture illisible pour moi-même. Quand je tapais à la machine et que j'arrivais, vous vous souvenez à l'époque, Tipex, etc., à corriger, le texte devenait une bouillie absolument illisible. Donc, dès ce moment-là, quand je me mettais à la machine à écrire, je n'écrivais rien parce que j'attendais la phrase parfaite, qui évidemment ne venait pas. Peut-être n'existe pas d'ailleurs dans mon chef. Mais en tout cas, j'attendais cette phrase et donc je n'écrivais pas. Et c'est le traitement de texte d'une certaine manière, enfin pas d'une certaine manière, mais d'une manière certaine qui m'a libéré dans la mesure où je me suis rendu compte que je pouvais jeter en vrac mes sentiments, mes idées, les choses les plus banales dans ma mémoire, dans la mémoire de mon ordinateur, et après restructurer, comme on monte un film. Oui, absolument. Voilà, comme on monte un film, j'avais des séquences, des parts, etc. Et c'est ça qui m'a permis d'abord, il y a quelques années, d'écrire et de publier Moi Tintin. Et puis, qui est le premier roman. Oui, pardon, je t'ai interrompu. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que tu disais que, et là je peux revenir à la construction du roman, tu disais que le traitement de texte avait aidé, mais aussi en te donnant cette capacité de faire un montage dans le roman, qui est un montage que l'on retrouve aussi dans le montage de l'histoire, je veux dire la construction de l'histoire, en alternant l'époque de l'enfance et l'époque du Kindertransport et de l'enfant caché à Bruxelles, et l'époque de l'adulte à New York, qui essaye finalement, qui part à la recherche de son enfance pour essayer d'en témoigner. Est-ce que cette partie-là du travail, elle s'est aussi nourrie de ton travail de journaliste en tant qu'écrivain journaliste? Parce que quand on lit le roman, on se rend compte qu'on a l'image qui vient. Et ça, c'est peut-être aussi ton passé d'homme de radio, qui écrivait
fatalement, en radio, on écrit beaucoup ce qu'on dit au micro, et finalement, à travers ce que tu disais au micro, on pouvait voir les images que tu évoquais, et c'est un peu le cas ici. Mais en fait, assez curieusement, au moment où j'ai commencé à élaborer ce roman et à commencer à l'écrire, tout en m'orientant clairement vers un hommage au cinéma que j'aime, était tout à fait éloigné de moi l'idée que ça pourrait faire un film. Et en fait, mais en même temps, c'est vrai que mon écriture, la structure du roman a été certainement orientée justement par le cinéma, en tout cas par le type de cinéma que j'aime, qui est, comment expliquer, non pas je dirais non pas des films qui se déroulent dans un ordre chronologique strict et logique, etc., mais plutôt des films, scénarios, des films dans lesquels ce sont les associations d'idées, les atmosphères, le jeu de la mémoire qui amène d'une séquence à l'autre. Et ça a été, si j'ose dire, la mécanique inconsciente que j'avais accumulée forcément après avoir vu, comme n'importe quel cinéphile, des centaines et des centaines de films. Et ce qui est amusant, c'est qu'encore une fois, c'est un ami producteur, qui par ailleurs est le réalisateur du film, Nicolas Steil, qui, en lisant le roman, a dit mais c'est un scénario de film, il faut en faire un film. Donc là, de nouveau, parfois, les choses se passent d'une manière absolument non préméditée, non délibérée. Alors si je peux lire un extrait de la préface écrite par Nicolas Steil, justement le producteur et réalisateur du film, il commence en disant « Quand Henri est venu me trouver avec son nouveau roman, Le cinéma de Saul Birnbaum, je ne pensais pas à mal, dit le producteur. Enfin, pas encore. Mais une fois le livre lu, une fois le voyage effectué par les méandres de son esprit, de ses souvenirs, des pays imaginés, des endroits transcendés, une fois les émotions rangées dans mon cœur, je me suis dit, en parlant de lui, le gamin, il faut lui donner une leçon de cinéma. C'est vrai quoi, ça faisait jamais que 30 ans qu'il me bassinait avec sa culture encyclopédique de Monsieur Cinéma, qu'il me parlait des excellents films qu'il avait produits et réalisés, qu'il jugeait avec discernement les films des autres au sein de la commission de sélection belge puis luxembourgeoise. Et puis il était gentil, fin et subtil, intelligent et drôle, politiquement incorrect, bref, le genre d'individu à qui il faut montrer où est sa vraie place. J'ai longtemps réfléchi et puis j'ai trouvé où frapper, là où ça ferait mal, j'allais lui tendre un piège diabolique et comme un snull, il est tombé dedans. C'est-à-dire adapter son roman en cinéma. Alors là, c'est l'autre aspect de l'écriture de ce roman, c'est le fait que Nicolas Steil, le réalisateur, a souhaité que tu participes à l'écriture du scénario. Et j'aimerais que tu nous racontes un peu comment ça s'est déroulé, le fait de passer d'un roman que tu as écrit, que tu connais par cœur, mot à mot, aux concessions qu'il faut sans doute faire pour en faire un film. D'abord, en fait, lorsque Iris, la société de production de Nicolas, a acheté les droits cinématographiques du film et qu'il m'a dit bon, je compte sur toi pour écrire, j'ai répondu non. Oh non, moi ça fait des années que je vis avec Saul Birnbaum, qui s'est installé dans ma famille pendant quelques années, le temps d'écrire le roman. Et de plus, je trouvais qu'il valait mieux que ce scénario soit écrit par quelqu'un qui, d'une part, a une distance par rapport à l'histoire, pour se trouver tout à fait libéré, pour que cette histoire soit juste un matériau de base pour permettre à d'autres d'exercer leur créativité et d'y planter peut-être leur propre résilience. Et d'autre part, quelqu'un de plus jeune qui n'aurait pas vécu cette époque-là, et donc il porte un regard différent, encore une fois, sur les 39, 45, etc., etc.
Et donc, Nicolas s'est mis en chasse d'un scénariste. Et après l'avoir fait lire à plusieurs scénaristes, l'un d'eux, Michel Fessler, qui est un des grands scénaristes du cinéma français, le scénario de Ridicule, de Barrage contre le Pacifique, de Farinelli, non, un scénario de talent expérimenté qui avait été nominé 3 fois aux Oscars, ce qui était un honneur extraordinaire pour nous. Michel a lu le roman, il dit oui, ah oui, moi, je suis tout à fait prêt à construire un scénario, mais je ne peux pas le faire si je ne collabore pas avec l'écrivain, d'abord parce que c'est son roman, et ensuite parce que c'est son histoire. Et donc Nicolas Staël a organisé à Paris une rencontre avec Michel que je connaissais à travers ses scénarios et moi-même, et on a passé une soirée à table en parlant de tout, de notre passé, de nos amis, de nos amours, et surtout pas ni du livre, ni du scénario. Et à l'issue de cette soirée, on a bien senti qu'il y avait la sympathie, la synergie, des affinités. On a dit ok, on travaille ensemble. Et en fait, ça s'est passé de la façon suivante. Donc, à tour de rôle, un des deux, moi au départ, je m'attaque au roman, puis je lui envoie le tour et il reconstruit, etc., etc. Et donc, je veux dire que très vite il m'est apparu que ce n'était pas du tout une souffrance je dirais, de démonter mon propre roman. Au contraire, parce que c'est ça qui devenait intéressant. C'était, pour moi, en tout cas, c'était à partir de là, avec quelques éléments de base et de sentiments qui demeurent dans le film comme dans le roman, de faire quelque chose de neuf, quelque chose d'autre, quelque chose de plus original. Et voilà, et donc et là, effectivement, l'expérience de Michel m'a beaucoup servi, essentielle, demeure essentielle évidemment pour la réalisation de ce scénario, où vous en doutez bien, il y a une technique d'écriture, de construction, etc., pour laquelle il a apporté énormément de choses, mais en même temps avec un respect énorme. Jamais Michel ne m'a dit oh bon, ça se sait pas, moi, le scénario, je peux te dire que, ou inversement, je n'ai jamais dit écoute, là, c'est une scène, tu ne peux pas y toucher, etc. Donc c'est une grande complicité, et donc ça a été un grand plaisir, et effectivement, à la fois pour des raisons, je dirais, de créativité et des nécessités de production, mais surtout d'inspiration, c'est de reconstruire le lit, je ne vais pas entrer dans les détails, dans un autre endroit, d'introduire des personnages qui n'existaient pas dans le roman, inversement d'en faire disparaître certains. Mais c'est un jeu, si je peux dire, mais un jeu auquel j'ai pris beaucoup de passion et beaucoup de plaisir, mais c'est un jeu harassant, si je peux dire, parce que nous avons pondu, Michel et moi, 14 versions successives de ce scénario. Et ça, nous avons eu beaucoup de chance, dans la mesure où le producteur nous a laissé le temps d'écrire, a financé le temps d'écrire, ce qui est rare. Une parenthèse, je trouve que souvent un des défauts du cinéma européen, qui est d'une extraordinaire originalité, c'est ce qui rend d'ailleurs sa relation avec le public parfois difficile, parce qu'effectivement, il y a des idées originales, inattendues, alors qu'en général, je ne parle pas du cinéma américain de manière générale, mais des blockbusters, on sait ce qu'on paye pour, et on sait ce qu'on va aller voir. Tandis que pour les films européens, c'est un peu déroutant. Ça peut être déroutant. Et souvent, on a le sentiment, à travers de très belles idées, des approches très originales, que le scénario n'est pas achevé. Et ça, pour une raison bien simple, c'est qu'effectivement, l'investissement du producteur dans l'écriture
fait partie du financement qu'il entend récupérer le plus vite possible. Donc la plupart des producteurs disent bon, ça va aller comme ça, on va rattraper les choses au tournage. Et si, c'est pas pour ça que je dis que le film est bon, c'est pas pour ça, c'est vous-même qui y assumez, mais on a eu cette chance-là de pouvoir vraiment travailler, retravailler, etc., de transposer, de réfléchir, de discuter, d'aller, de venir, etc. Et finalement, je révèle un petit détail, le délicatesse dans lequel Saoul déploie son talent et sa passion du cinéma, il n'est plus à New York, il est à Bruxelles. On a construit de toutes pièces pour le film un décor qui est un délicatessen voué, qui est un temple du cinéma avec King Kong accroché au plafond, avec des affiches de films, avec des caméras, avec des projecteurs, etc. Un temple du cinéma et un temple de la bouffe. Et on a choisi finalement Bruxelles, pas tellement pour des raisons de production, parce que c'est vrai qu'à New York, ça coûtait très cher, mais pour deux raisons. C'est que d'une part, nous ne nous sentions pas légitimes. Après la manière dont, je ne sais pas moi, Martin Scorsese ou James Gray et des tas d'autres cinéastes américains montrent New York, nous, ça ne pouvait être qu'un pâle reflet. On n'était pas légitime pour, je dirais, pour parler de New York. Et d'autre part aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, si dans le roman Saoul va à New York, en fait, New York, c'est son rêve d'adolescent, c'est son rêve d'adolescent qui, à la Libération, a été assailli par tous les films américains qui sont sortis en 1944, 1945, 1946, et donc c'est un rêve, et par conséquent, il n'y a aucune raison qu'il soit à New York. Ce rêve, il le réalise dans la ville où il a vécu, où il a grandi, et nous sommes très, très contents d'ailleurs d'avoir pu montrer à quel point Bruxelles est une ville splendide, est une ville cinématographique. Alors, un autre élément aussi dans le travail d'adaptation du roman vers le cinéma, et qui a été conditionné aussi par le choix du comédien qui joue le rôle principal, qui est un comédien absolument merveilleux, poli, talentueux, que ce soit dans la manière de jouer, mais dans la manière de mimer aussi. Un des exemples d'une des 14 versions du scénario a été comment régler, transposer au cinéma, un des aspects du roman qui est que Saul Birnbaum, dans le roman, visionne des tas de films du passé, et comment des films de ciné-club, et comment transposer ça dans un film produit alors qu'on n'a pas les moyens d'acquérir les droits de diffuser Casablanca ou de diffuser des extraits de films comme cela. Et là, c'est à nouveau le travail du scénariste Michel Fessler, mais également la capacité pour un comédien de s'adapter à cette nouvelle version du scénario. J'ai envie que tu racontes cette et donc l'idée, devant l'insensibilité et financière et matérielle, d'avoir des extraits de Casablanca, de Notorious, de Johnny Guitar, etc., du dictateur dans le film, l'idée est venue que c'est le personnage lui-même, Saoul, qui évoque ces films dans son délit, en mimant, en jouant des dialogues, des extraits de ces films, et parfois en dialogue effectivement avec ce délit qui est fréquenté notamment par des étudiants au cinéma, par des comédiens, enfin par un public très mixte, et qui vient là justement parce que c'est amusant. Il y a des quiz autour du cinéma, il y a des concours, etc. Et donc finalement, ça enrichissait forcément pour un comédien le personnage, puisque pour un comédien être amené à jouer ou à dire des passages de Casablanca, du dictateur, de Notorious, de l'Ange bleu, etc., c'est un défi formidable.
Et au début, pour relever ce défi-là, nous pensions que seul un comédien américain, enfin souvent les comédiens américains, ont une formation telle qu'ils dansent, qu'ils chantent, ils ont un comportement physique aussi important que verbal. Et donc, au début, on avait pris contact avec les agents de grands acteurs américains qui étaient intéressés, apparemment intéressés. Mais tout de suite, parenthèse, se révélait extrêmement difficile parce que ces gens-là, c'est des pourparlers sans fin. Les agents, tu parles, ou les comédiens? Les agents, les comédiens, avec des formalités sans arrêt, des contrats de 5000 pages, etc. C'est un métier très fructueux pour les avocats. Et donc, petit à petit, on s'est dit, mais pourquoi, en plus à partir du moment où le film se déroule à Bruxelles, pourquoi un comédien américain? Et donc en cherchant est venu effectivement Nicolas Fell a eu cette merveilleuse inspiration de penser à Simon Abkarian. Simon Abkarian est surtout un grand acteur de théâtre. Hein. Simon Abkarian est un acteur qui a 4 Molières du théâtre à son palmarès, qui est par ailleurs aussi auteur dramatique, metteur en scène, etc., qui a justement cette formation. D'ailleurs, il a joué aux États-Unis. Il a notamment joué dans un film américain, James Bond. Dans un James Bond, hein, oui. Simon a joué dans Casino Royale. Et donc, c'est quelqu'un qui a cette aisance physique, qui chante, qui danse, etc. Et du coup, effectivement, le rôle était réellement adapté pour lui et il s'y est engouffré avec passion, comme il a dit dans plusieurs interviews, dans la mesure où lui-même, adolescent, c'est ces films-là, il vivait à l'époque au Liban, c'est ces films-là qu'il voyait dans des salles de quartier, et d'autre part, ce processus, je dirais, de la résilience le touchait très fort, et donc il s'est vraiment donné corps et âme à ce film, et moi je trouve, et j'espère que vous trouvez aussi, c'est un comédien vraiment exceptionnel. On a vu donc l'écriture du scénario, l'écriture du roman, l'adaptation du scénario, du roman en scénario. Alors, sur le tournage, tu nous as dit que tu avais eu la possibilité d'y assister. Qu'est-ce que ça représente pour celui qui est en même temps personnage du roman, auteur du roman, scénariste du roman et spécialiste aussi du cinéma qui connaît bien? Qu'est-ce que ça représente, la partie du tournage qui en plus s'est déroulée dans des circonstances extrêmement compliquées puisque le tournage a débuté pendant les pandémies de Covid, les périodes de confinement, de contrôle sanitaire permanent. Qu'est-ce que ça, ton témoignage à toi de l'expérience telle que tu l'as vécue pour toi? Pour moi, évidemment, il y a surtout du bonheur. D'abord, par l'ambiance même du tournage. Effectivement, on a tourné entre les vagues successives de Covid, et donc toutes les scènes d'intérieur qui sont tournées en studio, dans le grand studio qu'il y a près de Luxembourg, au Grand-Duché. Et au fond, les 275 personnes, excusez du peu, pour un petit film, hein, 275 personnes qui travaillaient à des titres divers sur ce tournage, nous étions comme une citadelle assiégée. Hein, les studios de Kellen, il fallait vraiment montrer patte blanche et surtout certificat pour y pénétrer. On était soumis tous à des tests 2 fois par semaine. Il y avait des assistants qui étaient là pour veiller à tout moment à ce qu'on porte le masque en dehors des comédiens au moment du tournage, pour qu'on se lave les mains, etc. Mais en même temps, ça a créé une sorte de solidarité entre toute l'équipe,
comédiens, techniciens, autres collaborateurs, dans la mesure, effectivement, il y avait un ennemi extérieur à vaincre, et d'autre part aussi parce qu'en fait, pour la plupart des techniciens et des comédiens qui étaient là, ça faisait plus d'1 an qu'ils n'avaient pas pu tourner. Donc ils se sont impliqués, je crois pas qu'ils ont aimé le scénario, mais en tout cas, parce que, effectivement, ils avaient faim de travailler. Et alors bon, donc il y a déjà cette ambiance de tournage qui est très, très chaleureuse, les gens sont très gentils, très respectueux, le papy. Mais moi, justement, je trouvais que je tenais beaucoup, et Nicolas il tenait beaucoup aussi pour éventuellement faire certains en discrétion, certains commentaires ou certaines remarques. Mais justement, ça m'imposait une discrétion supplémentaire. Je trouve que je n'avais pas à imposer aux comédiens, notamment à Simon, du mimétisme par rapport à moi. Et donc on a eu, et on a toujours, Simon, moi, une relation très amicale, mais par exemple, Simon n'a pas voulu lire le roman, parce qu'il dit, et à juste titre, que lui, comme comédien, c'est qu'il doit respecter, c'est l'esprit du scénario, et jusqu'au tournage proprement dit, il n'a pas accepté de me rencontrer. Nous sommes rencontrés pendant tout le tournage, ça s'est très bien passé, justement dans la mesure où je me suis tenu à distance, tout en de temps en temps intervenant sur notamment parce qu'il y a des répliques savoureuses qui sont dites par cette merveilleuse Brigitte Fosset, qu'on trouve dans le film en Vieille maman juive, et qui dit, qui énumère des plats en yiddish, le foie haché, gehakteleber, d'autres plats. Et donc, simplement, je suis de temps en temps les glisser à l'oreille de Brigitte ou de Simon, gehakteleber de Simon. Non, on ne dit pas Molenbeek, on dit Molenbeek. C'est l'expert linguistique. Et pour le reste, effectivement, c'était une merveilleuse surprise parce que j'ai vu se concrétiser ce décor que Nicolas et son décorateur avaient imaginé. Et moi, je me suis rendu compte, en fait, je connais Nicolas Staël depuis longtemps. C'est surtout un producteur, un excellent producteur. Il n'avait qu'un seul film à son actif, tourné il y a de longues années, Résilient. Le Réfractaire. Oui, qui est d'ailleurs un film que je vous recommande si vous le trouvez en DVD, qui raconte, c'est aussi un épisode historique de la Deuxième Guerre mondiale, au Grand-Duché de Luxembourg, les réfractaires, c'est-à-dire ces personnes que la Wehrmacht voulait absolument incorporer de force dans l'armée allemande et qui étaient obligées d'y aller, sinon leur famille était prise en otage ou était menacée. Et ce film raconte un groupe de réfractaires qui se cache dans une mine de charbon, une mine de sel. Donc à partir de ce film de Nicolas, j'avais entière confiance en lui comme metteur en scène, comme directeur d'acteurs, etc. Mais honnêtement, sur le plateau, moi, comme tous les comédiens, on a été extrêmement surpris par son calme, sa maîtrise, sa manière très discrète de mener la mise en scène. C'est-à-dire, par exemple, jamais il n'a indiqué à un comédien, tu fais tel geste, etc. Mais c'est de nourrir de l'histoire des personnages, le passé de chacun des personnages, etc. pour les inspirer, pour inspirer les comédiens. Et ça, les comédiens adorent ça. Donc, de nouveau, ça faisait une très bonne ambiance. Malgré tout, par exemple, Pascal, j'oublie le nom, Pascal Arbillot, pardon, qui joue le rôle de Anna, elle était inquiète. Elle venait rire, me dire, mais Henri, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que ça correspond au personnage que vous avez imaginé? Et j'étais obligé là de la rassurer en disant non Pascal, c'est très bien, je suis très heureux. Donc voilà, c'est une expérience un peu rare parce que la plupart des scénaristes
tenus à l'écart. Une fois qu'ils ont terminé leur boulot, on ne les voit plus, sauf peut-être à la première du film. Et là, effectivement, nous avons été très complices tout au long, Nicolas et moi, mais sans que jamais je n'intervienne dans sa mise en scène, et fort heureusement. Il faut dire, et j'avais eu le privilège que tu partages avec moi quelques fiches techniques de mise en place des caméras dans le décor, etc. Il faut dire aussi que chaque séquence était particulièrement bien préparée et que donc ça pouvait libérer aussi le metteur en scène de toute une série d'angoisses ou de préoccupations qu'il aurait pu avoir. On peut dire donc que l'ambiance du tournage, d'une certaine manière, le Covid a peut-être créé une atmosphère qui était propice à raconter cette histoire-là, qui est aussi une histoire de confinement, qui est aussi une histoire d'enfants cachés, qui est aussi une histoire qui tourne autour d'une situation, d'un environnement menaçant. Le tournage est terminé, la production est terminée. Maintenant, on se trouve peut-être dans une situation pour le film et par ricochet pour le livre, où la situation n'est pas aussi favorable. Le cinéma rencontre des difficultés pour programmer les films, pour faire revenir le public dans les salles de cinéma, le public qui s'est habitué à Netflix ou à regarder chez lui. Alors, que peut-on faire pour, d'une part, inviter le public à aller se rendre au cinéma? On sait bien que la programmation d'un film au cinéma se décide dans les premiers jours. Si une salle de cinéma constate que dans les 3 premiers jours de la présentation d'un film, il n'y a pas un nombre suffisant de spectateurs, le film est retiré de l'affiche sans que le bouche à oreille ait eu le temps d'installer la réputation du film. Si vous-même, nous sommes 25 personnes ici, si vous parlez à 3 personnes autour de vous du film que vous avez vu, ces 75 personnes iront le voir, mais il leur faudra un jour ou 2 pour y arriver. Et donc c'est une sorte de dynamique arithmétique qui doit se mettre en place. Donc comment se passe l'accueil de la future programmation du film dans les salles de cinéma? Donc je rappelle le 15 juin à Paris et en France, le 22 juin à Bruxelles. Donc il vous reste quelques jours pour être les ambassadeurs d'un film que vous n'avez pas encore vu, mais faites confiance à Henri, faites-moi confiance. Et la deuxième chose, c'est le fait que le livre qui accompagne finalement, qui devient une sorte de soutien aussi au film, est aussi en librairie et est aussi un livre qui est confronté à la difficulté de faire connaître des livres belges publiés en Belgique au public belge. Donc là, il y a deux démarches promotionnelles à mettre en avant. Et le troisième élément sur lequel j'aimerais dire un mot avant de te passer la parole pour que tu le commentes, c'est que la rafle nazie à Bruxelles, à laquelle a échappé par miracle le petit Henri Rohan, qui aujourd'hui nous raconte cette histoire, s'est déroulée en 1942, si je ne me trompe. Nous sommes donc dans une année... Septembre 42. Nous sommes donc dans une année de commémoration du 80e anniversaire de cet épisode tragique. Est-ce qu'il y a là un élément mémoriel, un élément historique, un élément de commémoration qui pourrait nourrir aussi la curiosité du public pour le film, le livre et le témoignage qu'il représente? Ça, évidemment, on l'espère, on peut l'espérer, et à travers effectivement les petits teasers du film qui sont diffusés, sensibiliser le public. Mais je voudrais dire 2-3 choses à cet égard. Le film a été sélectionné, sa première a eu lieu au Festival d'Angoulême, qui est, par rapport à Cannes, sans doute le plus important festival du cinéma francophone en France et en Europe, dans la mesure, effectivement, ils sont sélectionnés des films francophones inédits et qu'ils sont projetés dans les différentes salles de la ville d'Angoulême, ouverts au grand public. Et chacun des films sélectionnés, et on a eu le bonheur d'être parmi les 10 films sélectionnés, il est montré 5 fois dans 5 salles différentes, avec des publics différents. Donc c'est un test
assez extraordinaire qui a été très réconfortant pour nous parce qu'on a eu un accueil très chaleureux, beaucoup d'émotions, beaucoup de spectateurs sont venus nous parler, à Nicolas et moi, etc. Par ailleurs, le film a été sélectionné dans d'autres festivals, je ne vais pas les énumérer. Il vient d'avoir le prix du meilleur film étranger, un festival qui monte aux États-Unis, en Californie, à Sacramento. Et on se heurte, je dirais, à la frilosité que je comprends des distributeurs et des exploitants de salles. Dans la mesure, effectivement, c'était une période, et c'est encore une période très dure pour eux, les salles ont été fermées longtemps, puis ils n'ont pu accueillir le public qu'en nombre restreint, et enfin le public lui-même, comme tu l'as très bien dit, s'est débrouillé en découvrant souvent du n'importe quoi, mais aussi souvent de très bons films sur Netflix, et donc on peut dire c'est déshabitué du cinéma. Donc voilà, moi j'ai envie de dire, évidemment on peut regarder un film même sur un téléphone, et on peut regarder les expositions de peinture sur le téléphone aussi. C'est pas la peine d'aller au Louvre ou d'aller ici au musée des Beaux-Arts, et donc c'est pas la peine d'aller au cinéma. Okay. Mais vraiment, si on aime la peinture, et si on aime le cinéma, et si on aime surtout l'émotion, l'atmosphère qu'il peut y avoir au cinéma, il faut aller dans les salles. D'abord l'écran, l'ambiance, la couleur, le son, etc. C'est ça, mais ça c'est un peu un SOS que aujourd'hui tous les producteurs de cinéma lancent, et particulièrement les petits, parce que nous sommes vraiment il faut bien dire, dans les tout petits, et par conséquent on n'a pas les moyens de pression ni les moyens financiers pour faire de grosses promotions, etc. Donc on a des difficultés, les gens trouvent dans le milieu professionnel, la plupart des gens trouvent le film très bon, mais les uns nous disent oui, c'est très intéressant, mais c'est trop commercial. Et d'autres nous disent c'est très bien, mais c'est trop art et essai. Un peu déroutant pour nous. Et donc, c'est un travail de missionnaire que fait l'équipe actuellement pour convaincre les exploitants de salles de prendre, entre guillemets, le risque, puisqu'ils passent de toute façon, on voit en ce moment n'importe quoi, pourquoi pas ce n'importe quoi-ci aussi. Et donc, je vais être très, très sincère avec vous, nous avons décroché au Cinéma des Galeries, qui est une très bonne salle et qui de plus est le décor de plusieurs scènes de notre film, une avant-première le 22 juin à 19h. Et c'est le résultat de cette avant-première qui va déterminer si dans les semaines suivantes, le Cinéma des Galeries va programmer le film. Et ailleurs aussi, on a d'autres salles qui nous réagissent, oui, c'est bien, mais est-ce que c'est un film dramatique ou est-ce que c'est une comédie, etc. Et donc, pour l'instant, en dehors de cette séance aux Galeries, à Bruxelles, la salle la plus proche, qui est une très, très bonne salle, et meilleur marché d'ailleurs que les salles de Bruxelles, c'est le Wellington à Waterloo. Très facilement joignable, sur la ligne Tech, et c'est pas plus loin dans certains quartiers d'aller là que d'aller au centre de... Mais c'est pour vous dire le combat que ça représente. En France aussi, actuellement on a une dizaine de villes, mais aujourd'hui encore, nous ignorons le nombre exact de salles qui vont le sortir, parce que c'est lundi, nous savons qu'il y a déjà quelques salles, notamment UGC Les Halles, quelques bonnes salles, mais c'est lundi prochain que les exploitants vont déterminer, en fonction de la carrière des films qui sont à l'affiche, s'ils sortent le chemin du bonheur. Donc voilà, c'est clair que si vous avez, ou vos amis ont un a priori sympathique pour ce film, pour moi ou pour cette histoire, on a besoin de vous.
Voilà, et alors un des éléments aussi pour vous convaincre d'aller voir le film, puisque nous sommes quand même dans une séance littéraire et dans une bibliothèque, et je salue Marie-Angèle Dehé qui est à la base de ces coups de midi d'Erich Clair, puisque nous sommes dans une bibliothèque aussi, un des passeports pour avoir envie d'aller voir ce film, c'est vraiment de lire le roman, le cinéma de Saul Birnbaum. Gérard Adam, qui a fort amicalement aussi et fort, en s'engageant fort, accepté de rééditer le livre qui n'était plus disponible depuis 2013 ou 2014 et qui constitue ce livre évidemment un élément, un complément à la fois pour vous donner envie d'aller voir le film, mais aussi c'est un instrument pour faire connaître aussi cet épisode des Kindertransport, cette séquence de résilience que ce roman initie. Et en plus, c'est vraiment un roman écrit non seulement avec la plume plongée dans l'encrier du cœur, si je veux dire, mais aussi avec le talent d'un écrivain. Henri est trop modeste pour dire que même s'il n'a publié qu'un seul roman avant celui-ci, c'était aussi un roman de très grande qualité, et que c'est un homme de plume autant que de radio et que de cinéma, puisque finalement, pendant des années et des années, Henri a écrit, que ce soit pour la radio ou pour la presse. Et donc, je vous recommande et le livre et le film, 22 juin. Et alors, je donne la parole à Gérard Adam avant de clôturer. Juste un mot très pratique, c'est que si le livre s'appelle Le cinéma de Saül Birnbaum, le film porte un autre nom. Oui, c'est vrai. Il s'appelle Le chemin du bonheur. Voilà. Et donc, c'est important pour le repérer. Donc, aux galeries, le 22 à 19h, c'est ça? 22 juin à 19h. Donc, oui, effectivement, c'est Le chemin du bonheur, qui est le titre qui finalement a été choisi plutôt que de prendre le titre, le même titre que le roman. En pensant aussi, et je crois qu'il y avait là une dimension qui correspondait plus aussi au film tel qu'il a été adapté du roman, qui est vraiment un film, on pourrait dire feel good aussi, un film qui en plus a une dimension positive. Et je pense que les producteurs se sont aussi dit qu'après ces 2 années de confinement, avoir un titre comme L'enfant caché, qui est le titre du film qui est tourné dans le film, ou un titre moins explicite, il valait mieux mettre Le chemin du bonheur, chemin que je vous invite à emprunter en clôturant cette séance que nous avons un peu dépassée, mais c'est grâce au retard d'Henri que nous avons pu dépasser un peu l'heure fixée. La couverture du livre, en fait, reprend l'affiche du film. Et on voit d'ailleurs Simon a carrément parti de radio. Il y a un merveilleux Petit garçon de Bruxelles. Vous le verrez sur le livre, qui joue caché à faire des ombres chinoises pendant la période où il est caché. Voilà, merci beaucoup à chacun d'entre vous. Gérard Adam est à votre disposition pour les livres et Henri pour les dédicacer. Et la salle du cinéma des Galeries vous attend déjà, avec tous vos amis. Oui,